Bienvenue sur le podcast Les Créateurs. Je suis Jonathan Hamel, médecin et écrivain. Ici, je parlerai à des invités venant de domaines très variés, que ce soit la médecine, le sport, la littérature et la comédie. Tous pratiquent leur discipline dédiée au plus haut niveau. Ensemble, nous tenterons de découvrir leurs points communs, de comprendre leurs passions, de connaître leurs mentors, leurs habitudes de travail, mais aussi ce qui les fait douter et ce qui les fait rêver. Aujourd'hui, mon invitée est Amanda Sters. Amanda est une écrivaine française. Elle est l'autrice de 14 romans, traduits en plus de 15 langues, dont Chicken Street, Les Promesses et Le Café Suspendu. Amanda a également écrit 6 pièces de théâtre, dont Le Vieux Juif Blonde, qui est désormais étudié à l'université d'Harvard et joué sur les scènes du monde entier. Parallèlement à ses activités, mais aussi à l'écriture de livres pour enfants, de la seule biographie officielle de Johnny Hallyday, de chansons pour Patrick Bruel ou Isabelle Boulay, Amanda réalise son premier film en 2009, Je vais te manquer, dont elle a également écrit le scénario. S'en suivront deux autres films en tant que réalisatrice, Madame et Holy Lands en 2017 et 2019, pour lesquels elle écrit les scénarios à partir de ses romans du même nom. Depuis 2015, Amanda vit à Los Angeles et ses films sont tournés en anglais avec des acteurs du calibre de James Caan, Rosanna Arquette ou encore Harvey Keitel. Pour son quatrième film en tant que réalisatrice, Amanda adapte son roman Les Promesses, sorti en 2015. Le tournage, en pleine pandémie de Covid-19, réunit notamment Jean Reno, Pier-Francesco Favino et Kelly Riley. Le film sortira sur les écrans le 9 août prochain. Bonjour Amanda. Bonjour. Alors, vous avez commencé à écrire très tôt, hein. Je crois que vous aviez 15 ans quand vous avez envoyé votre premier roman à un éditeur. Comment et à quel moment s'est développée l'envie de devenir réalisatrice? Est-ce que c'était aussi très tôt? Non, enfin pas une envie consciente en tout cas, j'ai toujours eu un sens de l'esthétisme, une envie de raconter des histoires et de jouer les histoires que j'avais dans la tête. Donc souvent avec mes frères et sœurs, on faisait des films pour nous, mais j'avais pas l'idée d'un métier derrière, alors que c'était très clair dans ma tête, celui d'écrivain. C'était une évidence et une nécessité. Ça, c'était juste quelque chose que je faisais pour m'amuser à côté j'ai réalisé un court métrage quand j'avais 18 ans, mais surtout parce que j'avais envie qu'on voit ce que j'écrivais, et c'était plus pour devenir scénariste que pour devenir réalisatrice, et c'est une, directrice de studio, la directrice de UGC, Brigitte Macchioni, qui m'avait commandé un script avec Je vais te manquer, qui m'avait demandé un Love Actually français. Heu, j'avais écrit et puis, c'est elle qui m'a dit: «Mais pourquoi tu le réalises pas?» Et qui m'a poussée, j'avais 29 ans et honnêtement ça m'a réjouie et je me suis lancée dans l'aventure avec plaisir, mais c'était pas aussi évident que l'écriture pour moi. Et vous avez eu des mentors, des gens qui vous ont aidé? Comment ça s'est passé pour la première fois d'arriver sur un plateau comme ça? Non, ça c'est je pense qu'il y a d'assez étrange dans mon parcours, c'est que vraiment, j'y suis un peu allée au culot. J'ai lu plein de choses, j'ai regardé, bizarre, c'est qu'on apprend à écrire en écrivant et de la même façon, on apprend à réaliser, en tournant. Sauf que pour, tourner, il faut de l'argent, il faut des acteurs, il faut du monde, donc c'est pas du tout la même chose qu'écrire où on peut travailler sans cesse. Donc j'ai, appris au fur et à mesure et je pense qu'il y a une chose assez intéressante dans mes films ils ont un côté un peu laboratoire, mais ils ont une chose très libre, très, différente. Je pense que mes films, ils ressemblent à personne ceux de personne avec, ce que ça a de joyeux et de compliqué. Hem, mais du coup, j'ai fabriqué ma propre façon d'être cinéaste, et quand mes maladresses se sont transformées, en petits coups d'éclat. Parfois dans les films, il y a des bulles, de magie qui existent juste parce que justement j'avais pas de j'étais pas bloquée dans des codes, je pense. Vous avez des exemples comme ça de moments, justement avec la pression du tournage, l'argent que ça coûte, des erreurs que vous avez faites, sur le coup, sur le moment, vous avez dit que c'était une catastrophe et qui se sont transformées ensuite en moments un peu magiques? J'ai pas fait d'erreur, mais j'ai fait des choses,
peu traditionnel, en fait. Je l'ai fait à ma façon et voilà, il y a pas de grosses erreurs. Il y a des choses que je ferais mieux aujourd'hui puisque j'ai appris, ou en tout cas que je ferais différemment. Mais ça voilà, c'est ce qui marque, les films, c'est ce qui leur donne parfois du charme, parfois des défauts. Mais, voilà, j'ai appris vraiment, toute seule et avec, ce que j'ai comme, pareil à double tranchant qualité et défaut, une sorte de culot et j'ai ce truc qui fait que les gens pensent que je sais faire. Je sais pas d'où ça vient, truc de première de la classe, alors que vraiment, parfois on me confie des trucs, je me dis: «Mais pourquoi pourquoi il me faut faire ça?» Et j'étais jeune et j'étais, avec ce rapport que les gens ont aux femmes souvent, genre il y a plein de choses où on n'aurait pas dû me laisser faire et je sais pas comment j'ai réussi à ce que les gens, me fassent confiance. Et quels sont, les à part les j'imagine qu'il y a beaucoup de considérations techniques sur un plateau, quelles sont les principales, qualités nécessaires pour être réalisatrice? Comme ça, c'est un peu cette, inconscience et d'y aller et puis enfin, j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres choses, mais Mais là, je viens d'être jury pendant 4 jours, j'étais dans le jury d'un festival de cinéma à La Baule et c'est une vraie question, c'est que voilà, qu'est-ce qu'on récompense? Qu'est-ce que c'est un réalisateur? Et moi, j'ai tendance à récompenser, l'urgence du besoin de raconter quelque chose. Pour moi, tout ça, c'est bien joli, les films il y a des films qui sont parfaits dans l'esthétique mais si derrière il y a pas de propos, il y a pas d'urgence, il y a pas quelque chose qui me dit: «S'il avait pas fait ce film, il en serait mort». Heu, c'est ça voilà, ouais. ça moins. Et parfois ça peut être à travers des choses très légères. Il y a des comédies qui ont cette urgence-là. Heu, donc je pense que la 1re chose, c'est avoir une urgence, avoir un propos, avoir une histoire à raconter. Et ensuite, la technique, c'est presque secondaire. C'est-à-dire que, je pense qu'on a tous en nous, même si c'est compliqué, même s'il y a voilà, il y a des choses à apprendre, on a tous en nous cette capacité à pouvoir, réaliser un film. On pourrait le faire tous avec notre iPhone, mais on n'a pas tous quelque chose à Mmh. raconter de façon urgente. Et donc ça part aussi beaucoup du scénario? Est-ce que ce sont les réalisateurs qui ont, écrit l'histoire souvent, du coup, Oui, ou c'est pas pas forcément forcément? très français ça d'avoir ce truc d'auteur-réalisateur et parce que je le suis donc je le comprends. Mais on peut, tomber amoureuse, d'un livre, je peux tomber amoureuse du livre de quelqu'un d'autre et d'un coup me dire, «J'ai besoin de raconter cette histoire parce qu'elle fait écho à quelque chose de moi-même» et de la même façon elle fera écho chez le spectateur. Donc il y a pas de snobisme sur ça, je me dis pas qu'il y a une gradation, mais il y a besoin d'une nécessité collective en tout cas Mmh. de raconter une histoire et ensuite, ça demande beaucoup de qualités qui sont proches de celles d'un chef d'entreprise. En fait, on est CEO d'une start-up pendant, 6 mois, qui 4 à 6 mois et il y a toutes les étapes. C'est-à-dire lever, de l'argent, qui va donc il faut convaincre les gens que le film a un sens, on va rapporter de l'argent. C'est quand même une entreprise, et qu'investir dans notre film a un sens. Donc il y a toute cette première partie-là qui est vraiment très différente d'un métier artistique. Mais il faut de la passion, il faut du bagou, il faut, rassurer les gens. Et ensuite, il y a une partie de gestion des êtres humains puisque sur un plateau, selon la taille des plateaux, mais sur les miens qui sont des plateaux de films américains, assez costauds, on a, 450 personnes, 500 personnes à Ah oui. gérer. Donc bien sûr, il y a des ramifications, il y a des chefs de poste qui gèrent leurs propres équipes, mais vous êtes en haut de la pyramide et heu, la pyramide, c'est d'ailleurs pas un bon terme parce qu'en réalité, c'est beaucoup moins, transversal que ça. Contrairement au CEO d'une grosse entreprise, on a des rapports avec, le stagiaire qui va porter la caisse, on a des rapports avec on parle un peu avec tout le monde, sauf si on est dans sa bulle et qu'on n'en a pas envie. Mais la plupart du temps, pour qu'un film marche, il faut connaître tout le monde, il faut connaître le prénom du 5e régisseur. Voilà, donc
il y a, il y a toute cette partie-là qui compte aussi et qui fait que qu'on est un bon réalisateur et ensuite l'artistique et la technique, c'est, en réalité 20 à 30 de tout ça. Mmh. Et je voulais parler aussi de l'écriture du scénario parce que comment vous avez fait pour, écrire? Comment vous êtes passé du roman au scénario? Est-ce que vous avez fait un peu la vous êtes parti du début, vous avez adapté scène par scène, alors le film est pas exactement ne suit pas exactement toutes les scènes du livre, mais quelle a été votre méthode, parce que c'est quand même une forme assez différente? Ouais, alors la façon, c'est-à-dire de passer d'une temporalité à l'autre est la même. En revanche, l'ordre dans lequel c'est fait est différent. J'ai d'abord travaillé sur le livre, j'ai extrait les choses qui étaient importantes pour moi, les scènes, écrites que je pensais, nécessaires, dans le film et ensuite j'ai plus du tout regardé le livre. Donc j'ai ensuite réécrit complètement, ouais, c'était la même histoire, le même sujet, les mêmes personnages, mais je leur ai réinventé des scènes, des moments, des façons de parler, différentes. Et est-ce que vous avez été très impliqué dans le processus de casting? Est-ce qu'en écrivant le livre, vous pensiez déjà à certains acteurs Alors, ou en écrivant le scénario peut-être? en écrivant le livre, pas du tout, parce que je pensais même pas que c'était un film. Je pense jamais à ça quand j'écris un livre. Hem et d'ailleurs, je l'ai écrit en 2015 et le scénario est venu, des années après, peut-être 4 5 ans après. Donc non. En revanche, à l'écriture du scénario, je commence à y réfléchir un peu, mais dans le processus de casting, je suis un peu fatigante pour un directeur de casting parce que c'est mon moment préféré. Donc je suis très, très, très impliquée, hem et voire même enfin, je pense même que les castings de figuration, je les fais, presque, enfin, il y a rien que je laisse au hasard. Sur les visages qui sont dans mon film, ils ont tous été choisis par mes soins, sélectionnés. J'ai regardé les essais, j'ai fait travailler les acteurs avant. Ouais, très, très impliquée. Et à quel moment, les 3 acteurs qui jouent, le personnage de Sandro se sont-ils, rencontrés? C'était bien en amont du tournage? Ils ont pu se connaître un peu avant? Bah, malheureusement, on a tourné de façon très particulière parce que comme vous le disiez au début, on était, en plein covid avec, des restrictions. Dès les 2, enfin, en tout cas, le dernier enfant, Ethan Singer qui venait de France, qu'il a fallu mettre un petit peu en quarantaine et cetera. Donc ils se sont rencontrés quand même, je pense, 10, je dirais une quinzaine de jours avant et on a travaillé ensemble, à ce qu'il y ait qu'une seule personne. C'est-à-dire qu'ils ont pris, surtout Pierre Francesco qui est un acteur, qui a beaucoup l'habitude de ça. Il a chopé des expressions chez les uns et les autres, ils se sont mis d'accord sur quelque chose. Léon SB, il a un petit grain de beauté que tout le monde a reproduit du coup pour, le personnage. Donc on s'est mis d'accord entre eux, la coiffure, pour les implantations de cheveux, Mmh. le maquillage et cetera pour arriver à créer un personnage qui vieillisse au fil du temps et qui soit cohérent et Mmh. sur l'accent aussi. Ils ont travaillé avec le même, dialogue coach. Heu, les 3 ne sont pas n'ont pas d'accent british normalement. Donc Favino, il est italien, donc il a travaillé en anglais avec l'accent british. Léon Sbi, il est franco-américain, mais il parle avec un accent américain normalement. Et Danny Singer, il est français avec, normalement alors il a appris l'anglais à l'école, avec, un accent un peu plus neutre, mais on lui a fait vraiment travailler l'anglais, très british. Ouais. Et vous qui, connaissez très bien, vos personnages puisque vous avez écrit le livre, bah, il est sorti en 2015 donc j'imagine que vous y pensiez depuis longtemps. En quoi le fait de les voir, incarnés, à l'écran avec des vrais comédiens, est-ce que ça change votre façon de penser au personnage un peu? Est-ce que la personnalité du comédien change un petit peu la personnalité du personnage? Honnêtement, je pensais vraiment pas que ce livre serait un film, donc j'y pas du tout et il était dans mon enfin ma bibliothèque, normalement, il aurait pas dû exister à nouveau, puis d'un coup, j'ai eu envie d'écrire, une grande histoire d'amour et j'ai cherché un sujet, puis je me suis dit, «Mais
faudrait que je replonge du côté des promesses et cetera, mais vraiment, c'était pas je l'avais mis de côté, ce personnage, il n'existait plus dans ma tête, en tout cas. Donc j'ai pu plus facilement, je pense, le réinventer, et j'imaginais pas du tout prendre un acteur italien pour le jouer. Dans le livre, en plus, c'est f entre la France et l'Italie. Là, je l'ai transformé entre l'Italie et l'Angleterre et je pensais prendre un acteur anglais. Donc on a commencé à regarder avec mon directeur de casting du côté des acteurs anglais. J'en ai même rencontré plusieurs, et ça marchait pas, je le trouvais pas et je lui ai dit, «En fait, il me faudrait un Favino qui parle anglais» et il me dit: «Mais Favino, il parle très bien anglais». Et je lui ai dit: «Ouais, enfin très bien anglais, il parle pas anglais parfaitement». Il me dit: «Je pense qu'il parle très, très bien anglais» et cetera et donc on est allé, j'ai rencontré Favino et ça s'est passé comme ça, ouais. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous apporte finalement? Parce que, écrire, c'est une activité assez solitaire et là, vous disiez, vous gérez des centaines de personnes, donc c'est beaucoup de travail. Qu'est-ce que ça vous apporte le fait de raconter, plus ou moins la même histoire, mais sous une, nouvelle forme? Quelle est la motivation finalement? Mmh, bah, c'est plus, bah, c'est comme, voir les choses d'abord qui prennent, une une, vie, plus, je veux dire tout le monde aura la même vision avec un film, donc ça limite les imaginaires en quelque sorte et en même temps ça réunit les gens puisqu'on a vraiment vu la même histoire. Mmh. Donc il y a ce sentiment de partage et de lien dans une salle pleine. Mais moi, professionnellement, ça m'apporte cette chose, formidable, c'est de rêver à mon rêve avec plein d'autres gens. C'est-à-dire que quand on est seul, devant son papier et son stylo, il y a cette chose hyper satisfaisante de tout contrôler et quand on est sur un plateau de cinéma, il y a des choses qui nous échappent, mais ça peut être très joyeux quand c'est des talents qui s'additionnent, aux vôtres et moi, j'ai la chance de travailler avec des gens extraordinaires à tous les postes, et d'un coup, bah, on raconte une histoire tous ensemble, quoi. Il y a quelque chose de Mmh. très enfantin presque dans cette chose où on joue tous ensemble une histoire, pour plein de gens, et dans cette collectivité et dans cette chose, assez artisanale où chacun fait fait ce qu'il sait faire de mieux pour que tous ensemble on arrive à créer une jolie histoire. C'est, quand il y a une Ouais. alchimie qui se passe bien, quand tout le monde, se sent heureux de faire ça et a envie de raconter l'histoire, c'est vraiment, très beau à faire. Mmh. Donc c'est une satisfaction différente finalement. Ouais. Et je voulais parler un peu de la musique, puisque la musique est très présente, dans le film et dans votre vie aussi, je pense, que vous avez écrit des paroles de chansons, vous avez écrit une comédie musicale pour enfants, un roman sur, une fausse vie de Keith Richards. À quel point, avez-vous été impliqué dans la bande originale du film? Alors sur les musiques, additionnelles, extrêmement impliquée, puisque je travaille avec, quelqu'un qui est un superviseur musical qui me fait des suggestions, et inclusives de la même façon que je le fais avec les acteurs là aussi, je enfin, ouais, je prends de la place. J'ai vraiment des goûts précis. Souvent, c'est écrit sur le scénario déjà, ce que je voudrais avoir. Puis ensuite, quand parfois ça coûte trop cher ou que les droits sont pas accessibles, ils me donnent des suggestions annexes. Donc c'est avec Pierre-Marie Dru qui est le superviseur musical que je travaille et ensuite, c'est lui qui a eu l'idée de ce compositeur qui est Dément. C'était sa première re composition et c'est un chanteur, Andrea Laszlo de Simone et là, Andrea, je lui laisse beaucoup de liberté sur la proposition de thème. En revanche, avec mon monteur, on lui dit: «Voilà, c'est de là à là». Donc l'endroit sur lequel la musique sera posée, c'est vraiment moi qui le définis avec le monteur et souvent on lui pose quelque chose d'autre pour lui donner une sensation de générale et parfois il prend un contre-pied. Mais en tout cas, il a les timings. Et j'ai un monteur qui est hyper fort pour ça, qui a travaillé sur, le film, Les Promesses, qui s'appelle, Cristiano Traviglioni et qui est le monteur de Sorrentino, entre autres. Et les acteurs, ils sont aussi au courant de quelle musique va passer pendant la scène qu'ils sont en train de jouer?
Quand c'est des scènes de danse, j'aime bien avoir, la musique, en amont. Donc souvent je fais, en sorte que les droits soient vraiment pris à l'avance. Je trouve qu'il y a rien de pire que quand on danse pour de faux, Sans ça musique, ça ouais. se voit, ouais. Hem Et ça arrive même que je leur donne la musique avant, ou que je leur envoie la musique dans une oreillette quand ils jouent, pour qu'ils soient dans l'émotion. Ah oui, ouais. Et vous, vos souvenirs de cinéma, ils sont très liés à la musique? Si vous imaginez des scènes, de films, vous vous rappelez de la musique? En tout cas, dans mes grandes claques, de cinéma, comme Cinéma Paradiso, par exemple, pour moi, c'est indissociable, de la musique, Mmh. de Morricone, ouais. Je voulais reparler du personnage de Sandro. Est-ce que le fait de mélanger les époques, dans le livre, comme dans le film, c'est une façon de montrer finalement il a jamais vraiment grandi, qu'il est resté, ce petit garçon qui croit encore aux promesses des grands et aux promesses qu'il se fait à lui-même? Bah, je pense pas vraiment que ce soit ça, et en même temps, heu moi, j'ai pas l'impression qu'on change tant que ça. Je sais pas, on divise souvent les choses entre l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, comme si d'un coup il y avait des ruptures et qu'on se Mmh. transformait complètement. On n'est pas des serpents, on laisse pas notre peau quelque part, hein. Donc, bon, on est la même personne, sauf que on est obligé d'agir pour ressembler à ce qui nous trimballe, quoi. Et bon, il y a un moment où on a une barbe, on a le dos voûté, donc voilà, on doit faire, ce qu'on attend de nous, mais c'est pour ça que même quand j'écris des livres pour enfants, par exemple, je les écris pas différemment de ce quand j'écris des livres Mmh. pour adultes. J'ai pas l'impression qu'on soit, voilà, cassés en morceaux, de nous. On apprend des choses. Parfois, j'ai l'impression qu'on les oublie aussi, qu'il y a des moments où on est plus sage que d'autres, en amont. Moi, j'étais une petite fille beaucoup plus grave que la femme que je suis. Donc c'est pas tellement ça, c'était plus une idée de dire, parfois, on est incapable de vivre des choses parce que les traumas de nos vies, de l'enfance, de l'adolescence, mais du passé en tout cas, nous lestent et nous empêchent de les vivre. Et quand on voit les gens, on les voit de façon, monolithique comme ça. Aujourd'hui, on se dit: «Mais je comprends pas pourquoi il fait pas ci, pourquoi il fait pas ça», et il y a cette sorte de jugement, et on trimballe tous des impossibilités avec nous, Mmh. qui nous construisent, et c'est plus une envie, je pense, de pardonner, heu, à mon personnage, à mes personnages, et du coup, de pardonner aux gens en général. C'est un exercice d'empathie, et de dire: on a tous quelque chose qui fait de nous qui on est aujourd'hui ou qui on n'arrive pas à être aussi. Mmh. Et le personnage de Laure ou de Laura dans le film, heu, selon vous, qu'est-ce qu'elle pense des hésitations permanentes, du personnage de Sandro? Parce qu'à un moment dans le livre, ça y est pas dans le film je crois, il lui dit, «Je suis un être médiocre». Il se présente comme ça à elle, et elle, en fait, elle est un peu dans l'attente toujours. Qu'est-ce qu'elle pense, au fond d'elle, du personnage de Sandro? En fait, je m'en fous un peu de ce qu'elle pense, c'est pas son histoire. Mais du coup, chacun peut y mettre sa propre histoire, parce qu'on a tous attendu quelqu'un qui est pas venu nous chercher, donc j'imagine qu'elle a une impatience. En même temps, elle est pas non plus hyper, proactive. Elle a ce côté un peu, princesse dans une tour qui attend qu'on la délivre. Hem Mais c'est pas vraiment ça qui m'intéresse ni dans le livre, ni dans le film. Je raconte l'histoire d'un homme, et je raconte, pourquoi il est pas capable d'aller aimer cette femme. Heu, je sais en tout cas sur le livre qu'il y avait beaucoup, beaucoup de lectrices qui s'étaient, identifiées à Laure. Ça leur a permis de mettre leur propre histoire à l'intérieur des silences. Mais vraiment, je me place du point de vue de Sandro, et je m'intéresse pas plus que ça à ce qu'elle pense. Je Mmh, d'accord. m'intéresse aux situations, et quand, j'ai fait travailler mon actrice, je fais jouer la situation, en fait. Mmh. Pas de psychanalyse sur le personnage de Laure avec l'actrice. Non, non, enfin, on aurait pu, mais j'aime d'ailleurs qu'elle ait ce côté un peu évanescent, parce qu'en fait, c'est plus une représentation pour moi,
de la cristallisation amoureuse. Je pense que s'il avait vécu quelque chose avec elle, une autre femme avec laquelle il aurait pas pu vivre une histoire l'aurait remplacée Ouais. et pour qu'elle soit ce réceptacle-là, il faut une sorte de mystère qui l'entoure. Mmh. Alors vous êtes, très créatif, vous écrivez beaucoup de romans, des livres pour enfants, une exposition de photos aussi récemment, qui Ouais, va être reprise. elle est Heu, en ce moment à Arles. Ouais. voilà. Et souvent, même si on change pas tant que ça, il y a certaines choses qui nous apportent du plaisir quand on est plus jeune, qui nous en apportent, moins ou différemment avec les années. Est-ce que l'acte d'écrire pour vous, ça reste un plaisir dans la vie? Est-ce que c'est le même type de plaisir qu'au début? Alors plus je vieillis, plus c'est un plaisir et c'est pas le même type de plaisir puisque c'était beaucoup plus douloureux au début d'écrire. Avant j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de moi dont je devais me débarrasser, et ça fait très longtemps que j'écris plus sur moi. J'écris des réflexions, enfin même quand j'étais déguisée derrière des personnages, il y avait souvent quelque chose de moi et là, j'écris vraiment pour les autres. J'écris dans une démarche très différente donc plus j'écris, plus je prends du plaisir à écrire et le jour où ce sera pas le cas, j'arrêterai de faire ce métier, je ferai autre chose. Et lire, ça fait partie de votre vie tous les jours? Vous arrivez, malgré votre emploi du temps à lire tous les jours? Vous avez une Non, méthode? non, enfin j'adore lire. Pour moi, c'est complètement détaché de mon envie d'écrire ou de l'acte d'écrire. C'est ça, je pourrais très bien écrire et ne pas lire du tout. Hem j'aime bien lire, mais même mon désir d'écrire au départ était pas lié au fait que j'aime lire. J'avais l'impression que c'était 2 mondes, séparés et j'écris jamais en me disant que je voudrais faire ci ou ça. J'ai l'impression que c'est un truc qui n'a aucun rapport avec le reste. Ah bon? Mais je lis beaucoup, par, à-coups quand j'écris pas, en fait. Quand je suis en plein milieu de l'écriture d'un roman, je suis incapable d'être dans la musique de quelqu'un d'autre. Je peux lire, je lis beaucoup d'actu, je lis des essais, de la philo, mais les romans, je les garde pour les périodes où j'écris pas. Donc là, miracle, je vais avoir 2 semaines de vacances, il y a plus de livres que de vêtements dans mon sac. Donc ça, je vais en lire, peut-être ouais, je vais lire 3 livres par jour, je pense, 3 romans par jour. Par jour? Ah oui. Ouais. C'est vraiment, D'accord. je commence, je me mets au bord des piscines et je lis, je lis, je lis, voilà, ou de la plage, je C'est fais un binge. voilà. Mmh. Et alors vous avez écrit des scénarios, donc qui ont été tournés par d'autres réalisateurs, comme il y a longtemps Caméra Café ou Coup de foudre à Noël pour la télé. Vous avez adapté vos romans au cinéma. Quelle qualité devrait avoir une histoire ou un scénario pour, vous donner envie d'adapter l'histoire de quelqu'un d'autre au cinéma? Vous pensez que ça peut arriver? Oui, ça peut sûrement arriver. Il faut que je me dise: «Oh là là, pourquoi j'y ai pas pensé?» ou «Quelle belle histoire», quelque chose qui touche, quelque chose que j'aurais pu écrire moi-même, en fait. Heu et en même temps, quelque chose que j'aurais pu écrire moi-même, ça m'excite pas plus que ça, je préfère l'écrire moi-même. Donc il faut quelque chose qui touche à mes ressorts, dramatiques, je pense, parce qu'on a tous des obsessions, des choses qui nous amusent. Donc bien sûr, je pourrais, écrire, enfin, adapter quelqu'un d'autre, mais je sais pas, enfin, je le cherche pas en tout cas, je cherche pas à ce que ça arrive. C'est si c'est dans les 2 semaines, dans les 15 livres que vous allez lire, il faut qu'il y en ait Non, un mais je qui suis jamais à l'abri d'être ouais. hantée par une histoire. J'ai rêvé des années d'adapter, Françoise Sagan, Bonjour Tristesse et au moment où j'ai trouvé un producteur qui était prêt à le faire et qu'on allait demander les droits, on a vu qu'ils étaient en train de le faire, aux États-Unis, donc voilà. Donc il y a des choses qui peuvent, comme ça, à mon avis, ce sera plutôt ça, une sorte de livre, mythique ou quelque chose qui m'a touchée enfant, Mmh. ou un fait historique ou quelque chose comme ça, ouais. Et si vous vous imaginez dans 5 ou 10 ans, dans quelle direction vous voulez aller, au niveau de votre style, en tant que réalisatrice? Vous avez des idées ou vous faites un peu au fur et à mesure? Bah, j'ai pas de gros plans de carrière, mais c'est sûr que je me dirige plus vers un cinéma d'auteur comme on dit, donc j'ai pas voilà, je pense pas que je vais réaliser un Star Wars, mais
j'ai très envie d'adapter, Le Vieux Juif blonde au cinéma, donc peut-être un tout petit film, plus français. J'ai pas de, c'est vraiment les histoires qui m'appellent, j'ai pas de plan d'attaque, ou de rêve ni de gros budget, ni d'acteurs spécialement stars. Souvent les acteurs que j'aime, ils ont toujours une petite étrangeté, ils sont un peu, déroutants, même si c'est des grands acteurs. Donc j'aimerais juste pouvoir avoir la chance de rester libre. C'est surtout ça qui est le plus difficile dans notre métier. Tout est formaté. Les plateformes qui au début donnaient cette sensation qu'on allait pouvoir, explorer d'autres choses, sont devenues des annexes de la télévision avec, des cahiers des charges. Et ouais, c'est surtout ça qui me fait peur. Donc je voudrais juste pouvoir continuer à faire un cinéma un peu étrange, un peu particulier. Très bien. Bon, merci beaucoup, Amanda, d'avoir pris le temps, d'être là. Je rappelle Merci à vous. qu'on peut vous trouver sur Instagram, @amandaster, et que votre nouveau film Les Promesses sortira en France le 9 août, c'est bien ça? C'est ça. Merci, merci à tous d'avoir écouté. Si cette conversation vous a plu et si vous avez envie d'en écouter d'autres, alors n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant ce podcast et mes activités d'écrivain sur mon site www.ameljonathan.com. Merci à tous et à bientôt sur Les Créateurs. Merci.